Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal dans l'actualité de ce 20 février. Les urgences débordées à Tours comme à Blois, paralysées par la grippe. La ministre de la Santé Marisol Touraine a déclenché le plan Orsan. Les personnes âgées sont particulièrement touchées par l'épidémie. Nous irons dans un EHPAD à jouer les tours. Patrick Caner en visite à Tours au collège Jean de la Bruyère dans le quartier de l'Europe. Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports est venu sensibiliser les élèves aux valeurs de la République. Et puis l'État condamné pour le suicide d'un jeune garçon de 17 ans en prison à Tours. Dans quelle mesure la machine pénitentiaire est-elle en cause? Nous avons rencontré l'avocat de la famille qui nous parle de son long combat pour faire reconnaître la responsabilité de l'État. Bonsoir à tous. 2 millions de personnes touchées par la grippe en France et elle est particulièrement virulente cette année. À Blois en Loir-et-Cher, les urgences sont débordées. Même chose à Tours, au CHU Trousseau, où les urgences en grève depuis un mois viennent de rouvrir une trentaine de lits. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a déclenché le plan Orsan pour mieux répondre à cette situation sanitaire exceptionnelle. Objectif, augmenter la capacité des lits d'hospitalisation et tenter tant bien que mal de renforcer ponctuellement les équipes de professionnels de la santé. En région Centre, on compte à ce jour à peu près 30 000 personnes atteintes de la grippe selon le réseau Sentinelle. Et dans les EHPAD aussi, les médecins ne savent plus où donner de la tête. En Indre-et-Loire, on comptait la semaine dernière plus d'une centaine de personnes âgées souffrant de complications respiratoires. Reportage à jouer les tours, Mathieu Lignot et Thomas Bignon. Pardon madame, excusez-moi. Frédéric Schmitt fait le tour de ses patients de la maison de retraite de Brou. On va voir une dame donc, qui a été signalée ce matin comme fébrile, qui a été vue ce matin par un de mes confrères et on va aller voir comment elle va. Bonjour madame Geoffroy. En période de pic d'épidémie, le diagnostic est souvent le même. Bon, c'est une petite grippe ça. C'est une petite grippe malgré le vaccin, ça va s'arranger. Hein? Donc il faut bien penser à manger et surtout bien boire. D'accord. Cette patiente de 89 ans est pourtant vaccinée, comme plus de 85% des résidents, mais les infections sont plus nombreuses cette année. On a eu en moyenne une dizaine de cas chaque semaine, depuis maintenant à peu près 3 ou 4 semaines. Par niveau, hein, c'est-à-dire qu'on a pu avoir jusqu'à 20 cas dans la même semaine sur l'établissement. C'est plus que d'habitude, parce que, encore une fois, les vaccinés montrent des grippes. Des vaccinés grippés, la faute de la mutation du virus. L'établissement a mis l'accent sur l'hygiène, la prévention simple reste la plus efficace, comme se laver les mains ou mettre un masque en cas de besoin. L'épidémie est exceptionnelle, mais pas incontrôlable. La direction veut rassurer. Les résidents grippés sont sous contrôle, la situation est sous contrôle, donc je ne suis pas inquiet outre mesure. Le pic d'épidémie sera bientôt passé. L'Agence régionale de santé prévoit une baisse du nombre d'infections dans les prochaines semaines. Patrick Caner en visite au collège Jean de la Bruyère à Tours, dans le quartier de l'Europe. Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports s'est rendu dans ce quartier dit prioritaire pour sensibiliser les jeunes aux valeurs républicaines suite aux attentats à Charlie Hebdo, mais également aux tombes profanées. Le ministre est venu parler aux élèves de l'importance de l'intégration par le chemin de l'école. Audrey Champigny. Salut les jeunes. Bonjour. L'espace d'une heure ce matin, les élèves du collège La Bruyère de Tours ont eu le privilège de rencontrer un ministre. Et pas n'importe lequel, leur ministre, celui de la jeunesse. Venu visiter l'établissement scolaire, modèle de rénovation et d'intégration urbaine, le ministre en a profité pour rappeler l'importance de l'école, mais aussi et surtout des valeurs citoyennes, au lendemain de la profanation d'un cimetière juif en Alsace par un groupe d'adolescents. C'est pour moi l'antidote à l'obscurantisme, l'antidote au radicalisme, qu'il soit religieux ou autre. Moi j'ai envie que nos jeunes, et je crois qu'on en a vu aujourd'hui, soient des jeunes qui ont envie de prospérer dans leur pays. Car plus d'un mois après les attentats de Charlie Hebdo, que reste-t-il de cette tragédie et de ce sursaut républicain dans les esprits des collégiens? Et ces débats-là font avancer, forcément, font avancer la réflexion chez les élèves, les font réfléchir. C'est des événements qui servent un peu de détonateurs, qui servent peut-être aussi à grandir, à mûrir dans ces réflexions. Le ministre, lui, a insisté sur son devoir d'aider ceux qui se sentent ostracisés. J'ai eu cette phrase forte il y a quelques semaines, je veux être aussi le ministre de ceux qui ne sont pas Charlie. Parce qu'il y a des jeunes dans nos quartiers qui ne sont pas Charlie.
et qui n'ont pas intégré du tout ce sursaut national que nous avons vécu. Mais ces jeunes-là, il ne faut pas les laisser tomber. Il faut aller vers eux, il faut travailler avec eux, il faut aller leur montrer qu'ils ont une chance inouïe de vivre dans la République. Ce sont les enfants de la République, mais aussi que la République soit généreuse avec eux. Et c'est pour ça qu'il faut une République qui soit forte, qui soit ferme et généreuse envers ceux qui sont le plus en doute aujourd'hui vis-à-vis d'elle. Être bien dans sa tête, dans son corps, et évoluer dans un environnement le meilleur possible, c'est ce que s'efforce de faire le collège La Bruyère, grâce notamment à des enseignements spécifiques, comme une option théâtre, une section sportive et aussi un internat de la réussite. Tout ça pour permettre une réelle mixité sociale. C'est un travail au quotidien. On est sur des équilibres fragiles en termes de respect des règles, de la volonté de travailler et de réussir, d'amener les élèves vers des ambitions beaucoup plus importantes que celles qu'ils ne peuvent avoir, parce que parfois il y a déjà chez des jeunes de 13 à 14 ans un certain fatalisme. Voilà, on est du quartier de l'Europe, on ne nous attend pas forcément ailleurs, et donc c'est à nous, les adultes, de leur redonner de l'ambition. Et preuve que ça marche, le collège Jean de la Bruyère comptait 200 élèves en 2010, mais depuis la création de l'internat de la réussite en 2011, il en compte désormais 280. L'État condamné pour le suicide d'un jeune garçon de 17 ans en prison à Tours. 93 détenus se sont suicidés en 2014 en France. Aujourd'hui, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'État à dédommager la famille du mineur avec cette question qui vise directement la machine pénitentiaire. À quel moment les services ont-ils pu manquer à leurs devoirs? Aurélie Renaud a rencontré l'avocat de la famille. En condamnant l'État, le tribunal d'Orléans a suivi les hypothèses des proches d'Ahmed Benama. Selon sa famille, des fautes avaient été commises lors de son incarcération à Tours. Décembre 2010, le jeune homme est placé en détention provisoire. Il se suicide dans sa cellule avec les draps de son lit. Il était suicidaire, personne ne l'a cru suicidaire, alors que c'était écrit par le juge d'instruction. Il a demandé à voir un infirmier. L'infirmier a dit « je l'ai vu hier, c'est pas la peine ». À 8 h du soir, quand tout le monde regarde la télé, il n'y a pas de surveillant pour s'occuper de lui, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Le juge d'instruction doit statuer. Elle doit dire, est-ce que je renvoie le médecin, le directeur de la maison d'arrêt, un surveillant ou personne devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, parce qu'il y a eu des fautes qui ont été commises. Contactée ce jour par notre rédaction, la direction interrégionale des services pénitentiaires n'a pas donné suite à notre appel. Dans l'actualité judiciaire également, condamné à 20 ans de réclusion criminelle, Élie Corré fait appel. À 49 ans, il a été condamné pour le meurtre de David Pétry, le mari de sa maîtresse, devant les assises d'Indre-et-Loire. Élie Corré vient de faire appel de cette décision. Un procès se tiendra donc devant une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel d'Orléans. La CGT se mobilise pour dire non à la nouvelle convention d'assurance chômage entrée en vigueur le 1er octobre 2014. La CGT dénonce un système précaire et la situation ubuesque des demandeurs d'emploi. Depuis cette date, ils se voient en effet appliquer leurs droits antérieurs jusqu'à épuisement, et ce même si leur situation professionnelle et donc financière évolue. Le problème, c'est que au lieu d'avoir une allocation qui va être, par exemple, de 1 000 €, 1 200 €, voilà, qu'ils espéraient, et ils se retrouvent avec une allocation de 450 €, 500 €, qui était celle qu'ils avaient antérieurement. Sauf qu'entre-temps, ils ont changé de vie, ils ont pu changer de logement, ils ont un loyer en rapport avec leur salaire, et du coup, ils ne peuvent plus le payer. Ce mois-ci, Maguéco revient sur la polémique de la ferme-usine La Tardivière à Mont, petite commune d'Indre-et-Loire de 7000 habitants. Vous le savez, ils sont nombreux à s'opposer au projet d'extension de cette ferme et dénoncent l'industrialisation de l'agriculture. Je vous propose de regarder un extrait. C'est pas un phénomène nouveau en Indre-et-Loire parce qu'il y a 40 ans, il y a eu une méga ferme qui s'est installée à Courcouët, dans la région de Richelieu, avec un industriel qui avait investi, qui s'est transformé en élevage biologique, d'ailleurs en achetant une laiterie qui est reprise maintenant par des associés hollandais. Et localement, pour habiter sur le secteur, il y avait 500 vaches. J'ai jamais constaté de problème majeur, y compris en interrogeant les voisins. Donc je pense que... Mais le phénomène est resté marginal tout de même. Il est resté marginal, mais ceci dit, l'agriculture est quand même très liée à l'économie. Et à partir du moment où on avale les centrales d'achat des grandes surfaces
se concentre. Les laiteries sont obligées, elles, de se regrouper. Il y a un mouvement d'union des coopératives pour peser face à ces acheteurs. Et forcément, ça remonte la chaîne. Et au bout d'un moment, les agriculteurs, sans tomber dans des méga-fermes, ils sont obligés quand même d'améliorer, de rentabiliser mieux, d'optimiser leurs coûts de production, notamment en augmentant le nombre de vaches. Mag-Éco, c'est donc ce soir à 19h30 sur TV Tour Val-de-Loire et rediffusé demain, notamment à 17h30. Et pour terminer ce journal, on vous emmène voir une exposition, L'heure bleue de Simon Blot. 22 toiles exposées pour la première fois à la galerie Olivier Rousseau à Tours. Un ensemble original de peintures hautes en couleurs. Anaïs Michaud. Pour Olivier Rousseau, Simon Blot est un coup de cœur. Des petits formats et des grands, des toiles à l'huile et au stylo, des palettes de couleurs étonnantes. C'est une peinture qui dégage une certaine douceur. Je dis ça un peu par contraste par rapport à des œuvres que je présente qui peuvent être plus sombres ou plus tourmentées, dans une profondeur. Là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de profondeur, mais il y a quelque chose qui est assez gai finalement aussi, qui est assez doux et c'est pas déplaisant. Et tout ça avec un art de peindre, avec une technique, avec un art de la couleur qui sont très maîtrisés. Donc c'est une peinture de qualité. Une série d'endormis, hommes ou chats, des références à la nourriture, couverts, gâteaux et fruits façon nature morte, et toujours cet ailleurs suggéré. Même dans cette toile du sommeil où il y a une petite frise dans le bas de la toile avec une petite séquence dont on peut imaginer, mais ça c'est une interprétation, et ça n'est que la mienne du rêve de l'enfant qu'on voit en train de dormir avec un vélo comme ça qui s'éloigne dans le paysage. Donc il y a vraiment beaucoup de portes de sortie, d'ouverture, de perspectives à l'intérieur ou à l'extérieur. Y compris dans le déjeuner sur l'herbe, où il y a une grande fenêtre, une grande porte qui ouvre vers un autre paysage dans le paysage. Voilà, c'est une peinture qui nous invite à l'évasion. 22 toiles exposées pour la première fois, des tableaux aux couleurs vives mais apaisantes, où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Louis Morin, de l'Observatoire des inégalités. Avec lui, nous reviendrons sur ce rapport publié par la Fondation l'Abbé Pierre sur le mal-logement. A tout de suite.